Je vous présente donc Alexandra Boussomi-Caleja, qui pour moi a été vraiment enfin, c'est une très très belle rencontre et surtout c'est une scientifique émerveillée. Voilà, elle travaille sur la vie et elle reste avec cet émerveillement permanent. Donc je vous laisse dans ses mains et très bon moment avec elle. Je te présente pas plus, Alexandra. Tu le fais super Super, bien. Alors vas-y. merci. Dans ces 20 minutes, ce que je voulais faire, c'était vous parler de quatre aspects, on va dire, de mon parcours et de la boîte surtout. D'abord, je voulais vous donner un peu plus de détails sur ma startup, donc In Vitro. Ensuite, je voulais vous expliquer le parcours derrière, pourquoi je me suis lancée là-dedans, la genèse vraiment de l'idée et de l'aventure. Au passage, vu que c'est quand même un peu le sujet voilà, de l'événement, je voulais parler un peu de si et quand le fait d'avoir été femme scientifique a été impactant, pour finir vraiment, pour vous expliquer qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je continue sur cette aventure et que je me vois vraiment rien faire d'autre. Donc, je commence avec voilà, In Vitro. Donc, In Vitro, c'est la startup que j'ai cofondée il y a un peu plus d'un an et dont je suis la dirigeante. Dans les grandes lignes, à In Vitro, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité. Alors, le problème, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas besoin d'en parler parce qu'il est évident, mais c'est pas vrai. En fait, j'oublie que très souvent, c'est quand ça reste un sujet un peu tabou. Donc, je vous le mets sur la gauche. Le problème est réel, hein, il est vraiment important. Un couple sur 7, voire un couple sur 6, en fonction des statistiques, c'est quand même très dur d'obtenir des chiffres, a des problèmes de fertilité. Le plus probable, c'est que tout le monde ici connaisse quelqu'un qui a eu des problèmes de fertilité. Donc, encore une fois, le problème est réel. Et une de leurs solutions médicales principales est la fécondation in vitro, donc, que je vais appeler la FIV tout le long de cette présentation. Et la FIV a beau avoir aidé beaucoup de gens et aide beaucoup de gens, ses taux de succès stagnent autour de 20 à 30%, en tout cas en Europe. Ce qui veut dire qu'en fait, trop souvent, les patients doivent répéter ces traitements qui, de un, peuvent être très chers, de deux, peuvent prendre beaucoup de temps, hein, surtout quand c'est un âge où on n'a pas beaucoup. Mais au-delà de ça, ça peut aussi prendre beaucoup de temps du travail, hein, de la semaine et tout ça. Et troisièmement, ça peut prendre une énergie folle, c'est émotionnellement très difficile. Donc encore une fois, le problème est là, il est énorme, il est sociétal, il est aussi éthique, donc il est vraiment fascinant et aussi scientifiquement, j'en reparlerai après. Donc, je reviens à la mission de la boîte qui est vraiment voilà, d'utiliser, d'exploiter l'IA pour lutter contre l'infertilité. En réalité, il y aurait pu y avoir plusieurs approches pour le faire. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment d'approcher ce problème en appliquant l'IA à l'analyse et à l'évaluation des vidéos des embryons qui se développent dans le labo. Et je vais vous en dire tout de suite un peu plus avec un schéma qui devrait vous aider un peu à mieux comprendre. Mais ce que je voulais déjà, d'ores et déjà dire, c'est que c'est par là que j'ai décidé de commencer, de par mon parcours, je vous expliquerai après, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres décisions importantes dans le parcours des patients et faites par les docteurs que nous pourrions personnaliser et comment dire, améliorer avec l'IA au fur et à mesure de la croissance de la boîte. Parce que vraiment, l'idée que j'ai moi de cette boîte, c'est qu'on devienne, qu'In Vitro devienne le système opérateur des cliniques de fertilité pour les aider de A à Z et faire en sorte qu'on puisse augmenter ces taux de succès, personnaliser ces décisions prises par ces docteurs et vraiment mettre toutes les chances de côté que chaque couple a. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, là, normalement, vous voyez un petit schéma. Alors, très simplifié, bien sûr, hein. Donc, si on va de gauche à droite, ce que vous voyez, c'est vraiment les grandes étapes de la FIV, hein. Donc, de gauche à droite, on voit du sperme, des ovules, dont on sert pour générer des embryons dans le laboratoire. Là, je vous en mets 3. En moyenne, on va dire qu'il y en a 5 par couple. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenir ces embryons dans le labo en vie entre 2 à 6 jours, dans un incubateur, donc à 37 degrés. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de cette culture, l'embryologiste va devoir faire, bon, avant ça, il ou elle aura déjà pris beaucoup de décisions, mais là, il va y avoir une décision qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est de choisir quel embryon on transfère chez la patiente. Et ensuite, là, il y a deux éléments qui deviennent très importants et qui expliquent pourquoi in vitro, pourquoi maintenant. Le premier, c'est que jusqu'à maintenant, et d'ailleurs encore trop souvent maintenant, une tendance était de dire, bon, on va en implanter 2 ou 3 d'embryons, je veux dire, en espérant qu'au moins un mène à une naissance. Le problème, c'est que trop souvent, ça mène à une grossesse ou des naissances même multiples. Et qu'en fait, souvent, ça peut quand même ça peut être dangereux pour la santé de la femme et des enfants. Donc, il y a une nouvelle tendance et une nouvelle question qui est de dire,
D'accord, alors on va en implanter qu'un. Mais très bien, mais lequel? Comment est-ce que moi, embryologiste, et d'ailleurs j'oublie, je ne devrais pas oublier de mentionner, il y a aussi les gynécologues qui sont très importants dans la FIV, mais les embryologistes sont quand même ceux qui sont dans le labo et qui doivent se dire, bon, bah, comment je sais lequel a le plus de chances de mener à une naissance? Donc ça, c'est la première chose qui va justifier vraiment le besoin d'une start-up. Une nouvelle question scientifique, c'est que les patients subir. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre élément qui devient important pour nous, c'est qu'en fait, pour avoir une idée de comment se développent ces embryons, ce qu'on faisait, enfin ce qu'on fait encore d'ailleurs, c'est qu'on devait sortir les embryons de cet incubateur, donc de ce four, et rapidement le regarder sous le microscope. Et ça, c'est problématique pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, le changement de température et de gaz est vraiment néfaste pour l'embryon. Et la deuxième, c'est qu'on jugeait, ou on juge quand c'est encore fait aujourd'hui, quand même tout le développement embryonnaire sur la base d'une image statique. Et on n'a pas besoin d'être biologiste pour s'imaginer qu'en fait, on passe à côté de beaucoup d'informations. Et donc là, ce qui se passe, et on revient au deuxième élément qui justifie la création de cette boîte et le timing, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle génération de microscopes qu'on appelle les time-lapse microscopes. Tout simplement, ce que c'est qu'en fait, on a mis, on va dire, l'incubateur dans le microscope. Et c'est tout bête, mais en fait, ça nous permet deux choses. La première, on n'a plus à sortir l'embryon, et ça, c'est fantastique. Et la deuxième, c'est qu'on n'a plus qu'une image, mais on a une image qui est prise toutes les 20 minutes pendant 5 à 6 jours. Et donc, qui dit IA dit données, ça veut dire que beaucoup de cliniques commencent à générer et à être assises en fait sur ces tonnes de données en fait qui sont importantes. Donc là, on parle de vidéos, de vraiment, je vais vous en montrer une après. Et déjà, les embryologistes, les experts passent pas mal de temps à les regarder. Donc le but, c'est vraiment, on va regarder le développement et on va essayer d'identifier des indices biologiques qui nous permettent de comprendre lequel a le plus de chances en fait de mener à une naissance. Et sans nier vraiment l'expertise indéniable de ces embryologistes, vous allez voir la richesse, tout ce qui se passe en fait biologiquement dans les 5 premiers jours. Eux-mêmes vont vous dire en fait il y a tellement de choses qui se passent. Alors même s'ils savent bien sûr que biologiquement il y a des choses qui sont indéniablement importantes, le plus probable c'est que ce soit une combinaison extrêmement complexe de plein d'événements qui puissent nous permettre de prédire. Et donc c'est vraiment là qu'on s'insère. Donc je reviens au schéma que je vous montre. L'idée, c'est que nous, en tout cas au début, la première fonctionnalité, c'est d'être une plateforme SaaS, donc non invasive. On est sur le cloud, là je vous montre un petit écran, et ce serait au moment de devoir évaluer et vraiment se décider sur quel embryon en transférer, que l'embryologiste utiliserait notre plateforme. Et donc, on revient au sujet quand même aussi cœur, qui est les data et l'IA. Notre plateforme donc, serait basée sur des algorithmes deep learning qui eux-mêmes seraient entraînés sur la base rétrospective, donc et donc, c'est sur cette base qu'on entraîne ces algorithmes et qu'ensuite, on peut aider ces docteurs à leur donner plus d'informations et à prendre des décisions peut-être plus robustes, traçables et plus informées. Et donc voilà, je reviens juste, je réitère sur le fait que c'est notre première, c'est vraiment la manière que j'ai choisie pour approcher, enfin pour aborder pardon le problème. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant de la FIV, c'est qu'il y a beaucoup d'autres décisions qui sont vraiment très complexes. Je pense que l'IA va vraiment aider beaucoup de domaines de la médecine, c'est indéniable encore une fois. Mais ce que je trouve vraiment fascinant de la FIV, c'est que d'après moi, c'est encore plus multifactoriel. On ne parle pas que d'un patient, on parle de la patiente, de la future mère, le futur père. Donc, c'est vraiment presque un cas d'école qui est très intéressant scientifiquement pour ce genre d'algorithme qui peut prendre en compte beaucoup de facteurs. Donc voilà, je vous ai un peu décrit la boîte. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de pourquoi cette boîte, pourquoi j'en suis arrivée à là. Alors sur la droite, ce que je vous montre, c'est une de ces fameuses vidéos d'un embryon qui se développe. Que voilà, je tenais à vous montrer la vidéo parce qu'à chaque fois que je la regarde, je suis personnellement émerveillée de voir que c'est vraiment le début de la vie qu'on voit dans un labo. C'est ce que ces fameux embryologistes regardent et c'est ces données, enfin en partie, qu'on récupère et qu'on analyse nous. Et donc pour revenir un peu au sujet de cette slide qui était vraiment de dire pourquoi j'en suis arrivée à là, je suis moi ingénieure médicale, donc vous me voyez sur la gauche. Et je vais essayer d'être concise. Donc je suis franco-espagnole et j'ai commencé mes études d'ingénierie médicale à l'EPFL à Lausanne. C'était en 2005 et à l'époque cette filière était quand même assez récente, donc je me permets de la décrire un petit peu. Au lycée, j'ai fait le lycée en France et j'étais très intéressée par tout ce qui était bio et maths. Sachant que même si j'aimais beaucoup les maths, ça restait très abstrait pour moi. Donc je pense que c'est intéressant de le dire qu'à l'époque, je ne m'étais pas lancée dans une carrière de maths pure parce que je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait déboucher. Pour autant, je ne regrette pas du tout ma décision parce que vraiment, cette filière est très intéressante. Elle permet de mettre en sciences dures à un période pour faire mon master
doctorat. Et c'est là que j'ai vraiment un peu plus creusé comment dire, l'aspect recherche fondamentale et que j'adore, que vraiment que je trouve incroyable. Ce que j'ai fait, c'est étudier la biomécanique du glaucome. Le glaucome, c'est une maladie oculaire caractérisée par une surpression qui endommage le nerf optique. Et donc, moi, mon job, c'était de vraiment étudier les propriétés biomécaniques des souris pour comprendre si c'était des bons modèles pharmacologiques pour les humains. Je m'excuse, je ne veux pas trop vous ennuyer, mais c'est juste pour vous donner une idée que déjà à ce moment-là, je me suis intéressée à la microscopie. On faisait de l'imagerie des yeux, donc vraiment au niveau de l'organe. Et à la fin de mon doctorat, je me suis dit, bon, j'aimerais vraiment continuer à explorer cet aspect imagerie et biomécanique, mais au niveau cellulaire. Et c'est là que j'ai décidé d'aller au MIT à Boston. Alors à Londres, j'étais dans le labo de Dr Overby, et aux États-Unis, je suis allée rejoindre le labo du professeur Roger Cam, qui est vraiment un grand nom dans le domaine de la biomécanique et dont le labo s'intéressait à beaucoup de choses, mais dernièrement surtout aux organes sur puce. Alors encore une fois, sans aller trop dans les détails, les organes sur puce, c'est en gros, imaginez-vous, c'est des petites puces microfluidiques, donc on va dire des petites puces transparentes dans lesquelles on crée des petits compartiments. Quand je dis petits, c'est de l'ordre de 100 microns, qui nous permettent justement de recréer des tissus en fait et de contrôler et de les remplir avec des cellules en 2 dimensions, en 3 dimensions, pour recréer des tissus humains ou animaux, mais plutôt humains, et contrôler ces cellules avec des distances vraiment physiologiques. Et donc, le labo avait évidemment fait plein de choses avant que j'arrive. Et moi, à ce moment-là, j'ai obtenu une bourse, une fellowship du Cancer Research Institute pour vraiment utiliser ces modèles et poser une question très fondamentale, mais fascinante aussi, qui était de dire, bon, bah, très bien, j'aimerais comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le cancer. Et le but, c'était que vraiment, je recrée des vaisseaux sanguins humains dans ces puces pour pouvoir les imager. Donc, encore une fois, le thème central, beaucoup de microscopie et surtout beaucoup de culture cellulaire que je redéfinis. La culture cellulaire, c'est vraiment cette habilité capacité à maintenir des cellules humaines ou animales en vie en dehors du corps humain dans un labo. C'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Et surtout, c'est beaucoup de cuisine. Enfin, c'est vraiment, c'est très, on passe notre temps à aller au labo, les week-ends, on passait au labo, on doit nourrir les cellules, on doit les imager. Et en fait, je vous raconte ça parce que du coup, j'en suis sortie de ce postdoc de 4 ans avec une envie vraiment, enfin, avec un ressenti d'un manque d'automatisation énorme dans tout ce qui est culture cellulaire qui vraiment était et l'est absolument normal et tolérable, on va dire, dans un contexte fondamental. Mais je me suis dit, j'arrêtais pas de me dire, mais dès que ça va se rapprocher du patient, ça va pas aller, c'est pas possible. Donc j'avais vraiment déjà ce thème central de contrôle de qualité où je me disais, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai obtenu la bourse Marie Curie. Pour ceux, si vous avez des questions, je peux vous en parler à la fin, qui Society and Enterprise, SNI, qui permet, ne sont pas en Europe, en Europe pour les faire intégrer une start-up. Et c'est un salaire pendant 2 ans. Et c'était un peu le tremplin parfait pour moi pour revenir, découvrir ce qu'est une start-up et surtout, j'avais passé un accord avec cette start-up, utiliser vraiment ce temps et cet argent pour lancer ma propre start-up. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint le programme Entrepreneur First. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme, ils se décrivent comme investisseurs dans le talent. Donc, c'est différent d'autres accélérateurs parce qu'ils recrutent des personnes avant même qu'ils aient une idée ou une équipe. Alors, moi, en l'occurrence, j'avais déjà une ébauche d'idées. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit c'était vraiment une très bonne opportunité pour me forcer à sortir de ma bulle un peu académique chercheuse, on va dire. Parce que pendant 1 an, j'avais cherché à monter ma boîte toute seule. C'était drôle, hein, j'ai essayé de construire un microscope, je faisais mon full stack, c'était vraiment intéressant, mais j'ai vite réalisé que j'allais droit dans le mur. Et donc, c'est en rejoignant Entrepreneur First que j'ai un peu accéléré le projet. Et notamment, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, et c'est un très bon conseil que je donnerais à n'importe qui, qui veut lancer la boîte, ok, ton idée est top, mais est-ce qu'il y a vraiment un réel besoin? Dans quel milieu est-ce que ce besoin pourrait-il exister? Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, très bien, où est-ce qu'il y a des besoins de culture cellulaire? Et donc, j'ai parlé à des oncologues, parce que voilà, je me suis dit peut-être que c'est important pour le cancer, le traitement de cancer, à des experts dans la médecine régénérative. Et en fait, un jour, c'est évident maintenant que je le dis, je me suis dit, mais attends, mais au cœur de la fécondation in vitro, il y a de la culture cellulaire, tout bêtement, parce qu'on maintient ces embryons en vie.
Et là, c'était vraiment flagrant. J'ai commencé à parler à beaucoup d'embryologistes et beaucoup de mes propres frustrations résonnaient avec eux, même si c'était pas directement avec la FIV. Et notamment, et donc là, on revient au sujet initial, dans le fait qu'il y a un gros manque d'outils pour analyser ces images de cellules. Bon, là, en l'occurrence, c'est des embryons qu'ils génèrent. Et donc voilà, j'espère que comme ça, vous avez un peu compris pourquoi moi. Et le fait est que, pour finir un peu là-dessus, en tant qu'ingénieur médical, on fait beaucoup de bio, hein, donc j'avais bien évidemment étudié pas mal de biologie de production. Donc même cette expertise me permettait vraiment voilà, de parler à ces docteurs. Et donc, de fil en aiguille, c'est là, Entrepreneur First, qu'on a levé les premiers 90 000 euros qu'ils offrent au projet prometteur. Et ensuite, j'ai présenté, donc j'ai pitché devant voilà, plus de 500 investisseurs. C'est l'autre valeur ajoutée d'Entrepreneur First. Et cette année, en avril, donc j'ai fait la première levée de fonds seed de plus d'1 million. Et depuis, donc, je vous en parlerai après, j'ai continué, j'ai construit l'équipe et voilà, et chaque jour est une aventure entrepreneuriale vraiment très intéressante. Donc là, ce que j'aimerais peut-être vous dire, parce qu'encore une fois, j'essaie de pas trop m'étaler, je pourrais en parler pendant des heures de tout ça. Pour revenir un peu au cœur du sujet voilà, de Wise, hein, c'est de parler de peut-être des quelques événements, et encore qui ont été très rares, hein, ou des quelques moments où le fait d'avoir été femme en sciences a peut-être été impactant. Alors déjà, en règle générale, ce qu'il faut que qui est important de dire, c'est que ça a très rarement été un élément différenciateur pour moi. Donc, je conçois que c'est peut-être vraiment beaucoup de chance. Je ne veux pas du tout nier le fait que ça peut être bloquant pour d'autres femmes. Mais alors, je ne sais pas si c'est parce que rien que de par mon éducation, j'ai eu quand même la chance d'être dans une famille, mes parents, mon frère, qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont jamais fait douter que je pouvais faire quoi que ce soit, enfin que je voulais, et que le fait d'être homme ou femme n'avait vraiment aucun impact. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été, je pense, très fondateur voilà, dans ma carrière. Au-delà de ça, voilà, pendant mon doctorat, mon post-doctorat, je pense avoir eu des superviseurs qui m'ont beaucoup soutenu. Mais pour vous parler quand même des très, très rares événements, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que même si peut-être 98% du temps, tout était très bien, j'ai jamais eu de problème, et ben, il suffit d'un ou deux commentaires pour quand même... ça pèse, ce genre de commentaires, et je vais vous les donner, hein, les exemples. Ils sont anodins, mais ça reste intéressant. Le premier, c'était justement au moment de faire mon postdoc, quand je m'apprêtais, parce que j'ai considéré à devenir prof pour essayer de... Je m'intéressais plutôt aux États-Unis à cette époque-là, et j'étais entourée du coup de pas mal d'hommes, hein, enfin de femmes aussi d'ailleurs, parce qu'en ingénierie médicale quand même, y a peut-être quand même plus de femmes que dans d'autres sciences plus dures. Et voilà, les commentaires typiques, c'était oui, bon, mais de toute manière, t'es une femme, donc ça va être facile. Et encore une fois, c'est un sujet inépuisable, hein, je prétends pas pouvoir comment dire, le cerner en quelques minutes, mais pour moi, c'était vraiment clé. Les mots, enfin, les mots pèsent. Enfin, c'est vraiment important pour moi dans ces cas-là de faire attention aux mots qu'on utilise, parce que ce que j'ai cru comprendre quand on me disait ça, c'était de dire parmi comment dire, un groupe de candidats à égalité qui sont vraiment qualifiés tous autant que les autres, le fait d'être femme va aider. Alors là, il n'y a pas de problème. Enfin, je dis pas que j'ai raison, mais là, par contre, moi, je pense que c'est vrai que le fait d'être femme aujourd'hui peut aider, parce que je pense que c'est vrai. D'ailleurs, je suis employeur aujourd'hui, je le dis, hein, haut et fort, je veux engager des femmes. Donc oui, ça va aider. Mais par contre, de détourner la phrase et de peut-être insinuer que c'est parce qu'on est femme qu'en fait, t'as pas besoin d'être aussi bonne que les autres et que du coup, c'était plus facile pour toi, eh ben, ça paraît peut-être une nuance, mais elle pèse lourd, et ça, typiquement, c'était quelque chose qui m'avait un peu blessée. Encore une fois, je sais que ça paraît anodin, mais je pense que c'est pas mal de relever qu'en fait, les mots sont importants, et pour autant, vraiment, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ces choses-là. Je pense que le débat est important, et encore une fois, ça aurait été pour moi très correct de dire, bon, bah écoute, si tu es aussi qualifié que les autres, le fait d'être femme va t'aider. Très bien. Alors là, moi, il n'y a pas de problème, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et l'autre exemple qui me paraît encore plus parlant, encore plus flagrant, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, j'ai levé des fonds. Donc, ça veut dire que j'ai levé des fonds auprès d'investisseurs. Et vous me voyez peut-être venir, le fait est qu'on m'a dit à ce moment-là, ah bah oui, mais en même temps, t'es femme, donc c'était plus facile pour toi. Alors, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai envie de dire que le boulot d'un investisseur, c'est de se faire de l'argent. Donc déjà qu'à l'époque, je pensais qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'université d'engager une femme rien que pour dire que c'était une femme. Alors je pense que s'il y a bien un exemple qui est encore plus flagrant, c'est que je vois vraiment pas pourquoi un investisseur se tirerait une balle dans le pied et engagerait une femme juste pour dire que c'était une femme. Donc encore une fois, c'est rien de très grave, c'est anodin, mais c'était pour vous dire que bon, bah, c'est même ces petits commentaires qui peuvent vraiment prendre beaucoup d'énergie. Et pour moi, je voulais en parler pour dire que
si ça vous arrive, et ben vraiment ne vous laissez pas, comment dire, avoir, pardon, c'est un gros mot, par ces commentaires qui d'ailleurs peuvent être dits par des femmes aussi, hein, vraiment, c'est parce que vraiment, moi en tout cas, ce que je crois comprendre, c'est que je vois pas pourquoi un employeur, un investisseur se tirer une balle dans le pied si ils vous choisissent et si c'est pour des très bonnes raisons, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Voilà, donc je vais peut-être finir un peu, je vais finir sur l'idée de pourquoi je me suis lancée, enfin, pourquoi je continue cette aventure, pourquoi est-ce que c'est vraiment ce que j'adore faire tous les jours et vraiment je m'imagine faire rien d'autre. Et du coup, je vais peut-être repasser là. Hop, voilà. Alors, la première raison, c'est l'aventure humaine. Donc, créer une start-up, c'est créer une équipe, c'est s'entourer de gens incroyables. Et donc, là, ce que je vous montre, c'est les personnes que j'ai engagées de gauche à droite. Philippe est le premier que j'ai engagé en avril. Irénéou, Luc et Inès qui nous rejoint en janvier. Et là, je ne sais pas si vous voyez du coup, voilà. Je voulais aussi clairement dire que je suis à la recherche active, hein, on grandit vite. Je suis à la recherche d'un autre machine learning engineer. En français, je pourrais le faire, c'est ingénieur machine learning, pardon. Et aussi quelqu'un que j'appelle Head of Engineering, donc qui va vraiment prendre le lead de la boîte. Donc vraiment, si vous connaissez des gens intéressés, hommes ou femmes, c'est vrai que j'ai plus de mal on pourra en reparler après si ça vous intéresse, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à avoir des CV de femmes, peut-être parce que je ne sais pas où les mettre, ces offres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à circuler cette information. Mais donc, pour revenir sur le sujet, pourquoi est-ce que vraiment c'est une aventure que je recommanderais? C'est parce que l'aventure humaine est incroyable. L'autre chose, c'est l'aventure scientifique. Hein. Je crois que vous l'avez compris, je suis scientifique à la base, je le serai toujours, et je suis fascinée par rien que comment dire, le fait qu'on puisse en fait passer d'un projet qui pourrait paraître académique et le transcrire vraiment en aventure entrepreneuriale. La science, pour moi, c'est quelque chose qui nous enseigne une humilité que je pense est bénéficiaire à plein d'égards, et donc ça, c'est quelque chose que j'adore et dont je pourrais pas me passer. Et l'autre chose, c'est vraiment l'apprentissage. Avoir une start-up, peut-être pas qu'une start-up, mais l'académie aussi, c'est beaucoup ça. On apprend tous les jours, pas qu'humainement d'ailleurs, mais on apprend. Je suis passée d'être chercheuse, pure chercheuse, on va dire, à tous les noms un peu à la mode, product manager, business development, enfin plein de choses. Et c'est vraiment une courbe d'apprentissage incroyable. Et puis la dernière chose, je finirai là-dessus, c'est vraiment l'émerveillement. Morgane l'a mentionné. Je me lasse jamais de voir à quel point c'est vraiment une technologie incroyable. Alors avec ses dangers, hein, je suis très consciente que c'est quand même un sujet controversé et avec ses limites éthiques, et ce qui le rend d'ailleurs d'autant plus intéressant. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment ça qui me motive, qui continuera à me motiver beaucoup, et que j'espère être aussi un thème qui réunisse enfin toutes les personnes qui me rejoignent. Donc voilà, avec ça j'ai bientôt fini. Je veux juste quand même remercier les investisseurs. Compound et Fly Ventures, c'est des fonds. Compound est à New York, Fly Ventures en Allemagne, Kima, donc le fonds français de Xavier Niel qui nous a suivis, et IF, bien sûr. Vraiment les remercier non seulement d'avoir cru en moi et en projet, mais vraiment de me soutenir comme je crois très peu de personnes m'ont soutenu dans ma carrière. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors oui, on a beaucoup de questions dans le chat, Alexandra, pour vous. Donc, on n'aura certainement pas le temps de tout y répondre, mais éventuellement, on va les regrouper et puis on vous les transmettra si vous pouvez ensuite répondre aux personnes. Mais on va prendre quelques-unes. Alors, une des premières questions, c'est quels sont les obstacles majeurs que vous avez affrontés en tant que femme dans les biotech? Alors, quels sont les majeurs, voilà, un obstacle majeur. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut entendre, mais ma première réflexe, c'est aucun. Donc, je suis désolée si c'est pas très constructif. Je vais juste broder un petit peu plus sur la réponse. Je sais pas si, encore une fois, je sais pas si c'est que j'ai la chance, je sais pas si c'est, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quelque chose que j'ai appris à faire ou que je me force à faire, c'est que j'essaie vraiment de m'entourer de personnes non toxiques, ou pardon, d'écarter les personnes toxiques. Peut-être qu'on a l'impression que je pars du sujet, mais peut-être que ça n'a pas été le cas, parce que très rapidement, je me suis forcée un peu à identifier peut-être les personnes qui... J'ai pas envie de faire du mal, c'est pas ça, mais de pas m'aider. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai la chance de dire que je n'ai pas eu d'obstacle majeur, si ce n'est voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est qu'au moment de vouloir chercher, de vouloir essayer de devenir prof, et ben, j'ai eu ces très
rares commentaires de oui, mais bon, vu que tu es une femme, ce sera plus facile, ce qui est quand même un petit peu dénigrant. Très bien, merci. Alors, une deuxième question, quels sont les réseaux de femmes entrepreneurs les plus efficaces ou que vous avez, avec qui vous avez été en contact? Alors, c'est non seulement une très bonne question, mais j'ai envie de moi la poser, en fait, cette question. Donc, par contre, de ce que j'ai réussi à faire, c'est, et d'ailleurs grâce notamment aux personnes de mon équipe qui sont très conscientes de ça, alors je me rappelle plus du nom, mais d'ailleurs, vous le connaissez, c'est comme ça que je vous ai connu, c'est Women in Machine Learning, c'est ça? Oui, Women in Machine Learning. Et c'est sur leur site web qu'on peut notamment mettre des annonces. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu du mal, alors soit par manque de temps ou par ignorance, légitime ou pas, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à savoir où mettre, mis à part LinkedIn, bien sûr. Donc, je suis preneuse de tout conseil. Alors, peut-être une question un peu plus technique sur l'interprétabilité des algorithmes deep learning que vous utilisez. Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations? Alors j'ai envie de dire oui, mais j'aurais besoin de clarifier, parce que pour moi, interprétabilité, je pourrais partir dans plein de directions. Il y a le fait qu'il y a des biais, je suis pas sûre que c'est ça dont on parle, le fait que c'est une black box et que du coup, il va falloir savoir convaincre les docteurs. Donc je vais partir sur ces deux directions si ça vous va. Le fait qu'il y ait des biais, absolument, et rien que ça pourrait être une conversation d'1 heure. Des biais de par la source des données, parce que par exemple, j'en ai pas du tout parlé, mais en fait, et d'ailleurs je devrais, une des choses qui m'a permis quand même de beaucoup progresser, c'est le fait que j'ai des partenariats avec des cliniques. Comme je l'ai dit, qui dit IA dit données. Les données, on les obtient de cliniques partenaires en France et en Espagne. Et donc ça, c'est un très gros sujet, c'est s'assurer que ce n'est pas qu'une question de volume, ce n'est pas qu'une question d'avoir beaucoup de données, c'est plutôt d'avoir beaucoup de données très bien qui viennent de beaucoup de sources pour nous assurer qu'on ne soit pas trop d'une même clinique. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est presque technique encore. Après, il y a la question du biais, des questions qui peuvent être médicales. Est-ce que si on entraîne, je vais exagérer, mais si on entraîne un algorithme sur des données franco-françaises, est-ce que ça va n'aider que des patients français? Parce qu'en fait, il y a peut-être un impact ethnique, j'invente. Donc oui, pour répondre à la question, c'est vraiment au cœur des réflexions. Malheureusement, c'est aussi limité par comment dire, c'est ce qu'on a sous la main, mais on en est très conscient. Et l'autre sujet que j'ai abordé, j'espère que ça concerne aussi l'interprétabilité, c'est le fait que le deep learning, c'est une black box. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai bien compris qu'il y a de nouvelles techniques qui permettraient éventuellement de l'expliquer un petit peu. Et donc, moi, en tant que docteur, je ne suis pas docteur, mais je me mets à la place d'un docteur, très bien, il aura mon algorithme, on va lui donner un score, et il faut quand même le convaincre, en fait, de la pertinence de score. Et ça, c'est vraiment plus qu'au cœur du sujet. C'est presque une approche plus commerciale, en fait, que scientifique, ou les deux. Et je pense qu'une des grosses difficultés de beaucoup de startups en IA va se résumer autour de ça.